Aujourd'hui, on va parler du livre C'était l'automne par Jean Provencher, La vie rurale traditionnelle dans la vallée du Saint-Laurent. Alors, c'est ce qui fait suite à, évidemment, ben là, j'ai pas C'était l'été, mais c'est ce qui fait suite aux autres livres que j'ai présentés. Donc, C'était le printemps, C'était l'hiver, c'est dans la même collection. On peut également le retrouver sous un même livre qui combine les quatre saisons. Donc, on est toujours dans une perspective historique des paysans à cette époque-là dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, comment c'est organisé au niveau de la table des matières? On a une présentation, bien évidemment, sur l'automne dans le contexte québécois, la vie quotidienne, la conservation des aliments, puisque c'est une part importante des paysans à cette époque-là de préparation, en fait, avant l'hiver. Les récoltes qui sont là en automne, les fêtes, la chasse, la pêche, les transports, la migration et les derniers travaux de l'automne, donc les travaux préparatifs avant la saison d'hiver. Donc toujours très bien illustré, des photos et on a des illustrations aussi sur les premiers bateaux à vapeur. Bref, on a toujours plein d'images, toujours plein de récits historiques. C'est vraiment un livre très pertinent pour dans un contexte québécois pour savoir ce qui se faisait à cette époque-là et donc aussi ce qu'on peut faire sans nécessairement tomber dans le même style de vie, mais on a beaucoup à apprendre de nos ancêtres. Donc on va y aller, on va feuilleter un peu le livre. À la page 24, je trouvais intéressant parce que ça disait que la porte du Canadien, donc la porte pour entrer dans la maison, elle ne s'ouvre que sur l'arrière-cour et la ferme. Donc on est vraiment dans une situation où il y avait souvent une porte en avant, il y a chez la plupart des Canadiens français, des Québécois, maintenant qu'on dit. Mais il y a toujours une porte qui est la porte de façade, si on veut, puis la plupart des gens que je connais ne l'utilisent pas et c'était la même chose à cette époque-là. C'est-à-dire que c'est la porte arrière qui va être surtout utilisée pour rentrer, pour sortir de la maison, pour aller s'occuper des animaux. Bref, la porte d'entrée de façade est plus une parure. Dans ce livre-là, plus particulièrement, on a beaucoup de citations, ou plutôt de contextes d'écrits qui viennent d'Henri David Thoreau, pour ceux qui le connaissent. Donc, Henri David Thoreau, qui est un Américain, qui est quand même un bon représentant, surtout de la désobéissance civile, mais aussi de la vie hors réseau, bref, d'un questionnement philosophique par rapport à la ville, mais également par rapport à un contexte sous d'autonomie, d'autosuffisance, de retour à la terre, bref. Tout ce contexte-là, Henri David Thoreau est super intéressant à lire. Puis on a beaucoup de citations puisque Henri David est passé au Canada, est passé au Québec et il a écrit évidemment ce qu'il a vu. Donc il y a beaucoup de citations à ce niveau-là qui sont super intéressantes. Page 31, je trouve intéressant qu'on mentionne par exemple les incendies de grange. Ça, c'est toujours dramatique, mais ça arrivait évidemment assez souvent. Et ce qu'on mentionne, c'est que en fait, on nous dit comment procéder pour protéger ces bêtes lors d'un incendie. Ce que ça dit, c'est que les bêtes, les chevaux, les vaches, vont avoir tendance à se cabrer, à figer devant l'incendie. Donc, eux, ce qu'ils faisaient à cette époque-là, c'est qu'ils mettaient un sac sur la tête de l'animal pour vraiment qu'il n'arrive pas à voir l'incendie, qu'il n'arrive pas à voir le danger. Et là, ils arrivaient à sortir l'animal beaucoup plus facilement. 33-34, on est dans le traitement de la laine, donc on a des images là, sur le traitement de la laine. Évidemment, on est à l'automne, donc les températures se refroidissent. On a ici par exemple un rouet. Donc on nous explique comment il procédait, pourquoi, avec quel type de teinture ils utilisaient. Des teintures par exemple avec de l'aune. Et on nous dit un peu comment faire ces teintures. C'est pas un traité évidemment de teinture, mais on apprend quand même beaucoup de choses intéressantes. Ensuite, on va tomber dans la conservation des aliments. Conservation des aliments, on va dire par exemple que au Canada, la pomme de terre représente 46% des récoltes alimentaires du Bas-Canada entre 1827 et 1844. Donc la pomme de terre, c'est certain que c'est un aliment à prioriser lorsqu'on est au Québec. Et je pense que c'est un aliment vraiment important dans un contexte d'autonomie alimentaire. On a le caveau, donc la création d'un caveau. À quoi il servait? Il y avait des caveaux communautaires.
Là, le grenier. Le grenier était beaucoup utilisé aussi à cette époque-là pour des séchages, pour aussi remiser du matériel, remiser de la nourriture, parce que c'était un endroit plus tempéré, mais qui pouvait geler. Donc, c'était un endroit où on conservait également de l'alimentation. Page 66, on va nous parler de quoi étaient constitués les lits, donc la bourrure du lit. C'est drôle parce que quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé ma grand-mère qui m'avait dit la même chose. C'était des épluchures en fait de maïs. Donc vraiment des épluchures de blé d'Inde, c'est à ça que ça servait. Ils le faisaient sécher évidemment. Et puis ils s'en servaient comme bourrure pour faire des matelas. Ça devait être terriblement confortable. 74, on va être rendu plus dans tout ce qui est légumineuse, donc la culture des pois. On nous dit que c'est au Canada, c'est canadien-français, cette époque-là. On nous dit que chaque ferme a son champ de pois qui est plus grand que ceux du seigle, du blé d'Inde et du sarrasin mis ensemble. Donc la culture du pois est vraiment très importante, notamment pour la soupe, la fameuse soupe au pois avec du cochon, quelque chose de très consistant, de très calorique, qui permet d'affronter les hivers québécois. Ce qui a dû nous valoir aussi la fameuse appellation pea soup de nos chers amis les Anglais. On a les fèves, la gourgane, les plantes à bulbes, bref, toutes les récoltes d'automne. Ainsi que les racines comestibles, la patate, la carotte, le rutabaga, le navet. On nous raconte un peu le chou. Quel type de consommation c'était, en quelle quantité, est-ce que c'était plus en importance, moins en importance, ainsi que les fruits et toutes les foins ou les herbes sauvages, par exemple la rouche, des algues qui étaient utilisées, qui étaient coupées. C'était vraiment une utilisation de plantes qui poussaient sur le bord des rivages en très grande quantité et on fauchait. C'était sur des territoires qui étaient non privés, si on veut, donc c'est communal. On fauchait ça, on empilait ça, on faisait sécher et on s'en servait pour nourrir les bêtes en hiver. On a plusieurs pages sur l'utilisation du lin comme textile. Donc, on a le rouissage. Ensuite, on va nous parler du battage et du braillage, dont j'ai l'outil dans ma grange, de l'écorchage, le peignage, le filage, le tissage. Bref, on voit vraiment la fibre de lin un peu de A à Z, si on veut. Vraiment super intéressant. J'ai trouvé que c'était vraiment très enrichissant. Au niveau des fêtes, ben, on a la Saint-Michel le 29 septembre. Là, on a également la Toussaint, le jour des morts, donc 1er et 2 novembre. Comme le jour des morts, c'est une fête celte qui a été repris par le catholicisme pour être le jour des morts. Bref, encore une acculturation par la religion. La chasse et la pêche en automne, ben, c'est évidemment celle des oiseaux migrateurs. On parle beaucoup de l'outarde, de l'oie blanche, bref, des oiseaux migrateurs qui étaient capturés, éjointés et puis utilisés comme appelant vivant. Et on dit que c'était vraiment une richesse pour une famille, c'est-à-dire qu'ils voulaient pas, ils les nourrissaient, ils étaient apprivoisés et c'était un très bon investissement si on veut puisque ça amenait beaucoup d'autres oiseaux migrateurs qu'ils pouvaient chasser. Donc, c'était vraiment une richesse pour eux d'avoir des appelants vivants comme ça et on dit qu'ils en prenaient très soin. Ça permettait d'assurer une abondance de viande sauvage qui de plus est, donc qui est beaucoup moins d'entretien, qu'on n'a pas à nourrir les animaux sauvages. Donc, c'était vraiment une source importante de nourriture pour certains Canadiens français. 170, on va parler des transports. Donc, le réseau routier, on dit que c'est le principal critère de la civilisation. C'est évidemment un critère important au niveau de l'économie. C'est Adam Smith qui l'avait mentionné. Euh, Adam Smith, on pourra en reparler. C'est pas mon préféré. Mais, donc, c'est le réseau routier, le réseau naval est vraiment important dans la production de richesses. Et donc, à partir du 18e siècle, même durant la première moitié du 19e siècle, en fait, on va mettre beaucoup d'accent sur la réparation, l'entretien de routes, la construction de ponceaux, la construction de ponts, afin de stimuler l'économie puis de faire croître un peu cette colonie.
ça nous met aussi en perspective puisque la création de chemins de fer, la création de routes vont aussi amener ce bourreau implacable, c'est l'expression qui est utilisée, donc c'est le temps. En fait, c'est que les personnes, les Canadiens français à cette époque-là, n'avaient pas de montre, n'avaient pas d'horloge, c'était réservé aux bourgeois. Et donc, c'était vraiment, ils vivaient avec le soleil, avec les saisons, et le temps n'avait pas vraiment sa place, il n'y avait pas besoin d'être très précis. Alors que lorsque les chemins de fer sont arrivés, ils ont installé des horaires très précis, puis ça a fait en sorte que la population a dû s'adapter à cette réalité-là. Par exemple, on dit que le Québec comptait une cinquantaine de milles, soit 82 km en voie ferrée en 1850, alors qu'on en dénombrait 5800 km en 1900, donc 70 fois plus. Il y a vraiment eu un gros effort afin de stimuler l'économie euh, du Québec. Un autre point que je trouve intéressant à mentionner avec l'entretien des routes, les transports, on parle de très grande variabilité, ça a été mentionné aussi dans le livre sur l'hiver, très grande variabilité au niveau des prix des denrées, que ce soit du bois de chauffage, des denrées alimentaires. Par exemple, on nous dit qu'à l'automne, avec les grosses pluies de novembre, les routes se transforment. Bref, à cette époque-là de l'année, les chemins sont très difficiles d'accès et ça fait en sorte que les prix vont augmenter puisque bon nombre de producteurs, bon nombre de paysans ne voudront pas, se refusent en fait à sortir de chez soi, briser leur matériel pour aller vendre des denrées en ville. Et ça fait en sorte que, évidemment, les gens en ville vont payer un prix plus élevé pour leurs denrées. Les migrations, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que sur l'automne, en fait, c'est la saison où les gens vont migrer. C'est-à-dire si un jeune couple est prêt à partir, souvent c'est l'homme qui va prendre les devants. Et donc, il va aller coloniser un nouveau territoire, bûcher, il va aller défricher. Sa femme va rester avec la famille, la famille de l'homme ou de la femme en question jusqu'à ce que vienne le printemps. Donc lui, il va avoir eu le temps de construire la cabane, d'avoir défriché le terrain, une partie du terrain. Donc c'est à l'automne en fait que les mouvements vont se faire au niveau de la migration. On a également tous les mouvements ouvriers, donc les mouvements de gens qui vont aller travailler sur des chantiers navals, par exemple, ou sur des chantiers forestiers, comme on l'a déjà mentionné dans le livre C'était l'hiver. On a également ce qui est les voyageurs. Donc ça, c'est les gens qui en fait s'engageaient pour soit la baie du Son ou l'autre compagnie. Il y avait juste deux compagnies à cette époque-là pour aller faire du commerce avec les Amérindiens ou pour aller trapper. Donc c'était vraiment uniquement dans un contexte de fourniture de fourrure. Ce qu'on voulait, c'est aller chercher le plus de fourrure pour les vendre à l'étranger. Et les gens s'engageaient souvent pour une période de 3 ans. Ça devait être toute une aventure d'aller pendant 3 ans dans le nord québécois à cette époque-là pour se procurer de la fourrure, ainsi emmagasiner un certain magot, si on veut. Et ce qu'on dit, c'est que les gens s'en servaient souvent à leur retour. Donc, ils achetaient une terre, un bon lopin de terre pour travailler le sol, pour avoir leur propriété. Bref, c'est ce qui fait le tour un peu de C'était l'automne. Superbe lecture, vraiment j'ai apprécié. Puis je vous le conseille, une belle lecture de chevet. Bonne lecture.